aperçu des objectifs et de quelques enjeux de chaque projet structurant. Ce que l'on sait, un avertissement aussi, on les présente tous actuellement, là, ils vont apparaître sur une diapositive bientôt, mais en fait, ils sont à différents degrés d'avancement et certains ne sont pas commencés encore. Donc, c'est la vision, c'est pas une vision, c'est pas une photographie. Là. Il y a certains qui vont apparaître, qui vont commencer l'année prochaine ou dans 2 ans. Et puis, on a du financement et de l'accompagnement qui sont disponibles par le réseau. Donc, quand tout à l'heure Sophie faisait cet appel à l'action, et puis on va renouveler cet appel à l'action, vous ne serez pas les cariatides en train de tenir le Parthénon, les temples du Parthénon à Athènes. Il y a de l'appui de la part du réseau pour façonner ces TPS, et puis ils vont être co-construits au cours des prochaines rencontres. Et puis, à ce stade-ci, c'est une invitation à participer, donc vous n'êtes pas obligé de vous mettre pieds et mains liés avec ce projet. Donc, voilà, c'est ce que je voulais participer. Alors, voilà les projets structurants. Donc, voilà une cartographie, et puis on a pas mal travaillé cette diapositive. D'un côté, il y a le travail de la feuille de route, qui est le travail qu'on va présenter un peu plus tard. Et puis après, donc, sur votre gauche, ici, vous avez la mise en œuvre, ou la réalité, ou le terrain, donc les perspectives territoriales, donc la mise en œuvre de l'économie circulaire dans les territoires au niveau municipal, des régions nationales, des analyses sectorielles aussi, et puis des pratiques organisationnelles. Donc, ce sont des unités d'analyse. Si vous êtes en gestion, si vous êtes en génie, si vous êtes en aménagement, ce sont des unités d'action que vous connaissez. Et ensuite, si vous allez vers la droite, vous vous concentrez sur les outils et les méthodes, donc sur le comment. Donc, la mise en œuvre de l'économie circulaire peut se faire par des outils de scénarisation, c'est un projet, par des outils d'analyse de suivi, par des indicateurs de base de données, aussi par des indicateurs et des mesures autour des politiques publiques. Donc, ça, c'est le deuxième, c'est le péroné. Le B, c'est le où, le C, c'est davantage le comment. Et entre les deux, donc, il y a des états de lieu de la circularité. Et on est très conscient aussi, on est dans une pensée circulaire, donc on est très conscient, on évite une pensée linéaire qui ne considère pas les effets rebonds. Donc, on a aussi un groupe de travail sur un projet structurant sur les effets rebonds. Et puis ensuite, on a des ressources de soutien, donc le lexique et l'épistémologie autour de l'économie circulaire. On est dans une perspective très interdisciplinaire. Il est nécessaire d'avoir un langage commun et puis d'être conscient de nos biais disciplinaires respectifs. Les enjeux de formation et d'emploi, et puis après, le troisième bloc, c'est le troisième projet, c'est la consolidation et la diffusion des connaissances. Donc, voilà l'ensemble des projets structurants, donc, qui sont 13. Et puis, maintenant, on va les présenter. En fait. Voilà. Alors, j'espère que je vais réussir à passer la diapositive suivante. OK. Donc, le premier projet que je vais présenter, c'est le projet de la feuille de route en économie circulaire. Donc, de Marlibel, qui est ici, elle est chargée de projet pour le projet d'économie circulaire. Donc, Marlibel, tu as commencé il y a un mois à peu près, un mois et demi, à travailler là-dessus. Et donc, le but, c'est... On fait un exercice de feuille de route en économie circulaire pour le Québec, pour visualiser à quoi pourrait ressembler un Québec, une société, une économie circulaire au Québec en 2050. Et donc, on utilise la méthodologie qui a été mise en place par Chemin de Transition, l'Université de Montréal. Et on est appuyé par Chemin de Transition. Donc, et puis, les objectifs, c'est d'identifier et d'ordonnancer les jalons pour mettre en place et parvenir à une transition vers l'économie circulaire de la société québécoise, de concert avec toutes les parties prenantes en fonction d'une vision. Donc, on a commencé à travailler déjà autour de ces éléments de vision. Donc, on fait un diagnostic prospectif qui fait ressortir les tendances lourdes et les plus émergentes, des nœuds du futur et les constats de la situation actuelle. Donc, on est en train de travailler justement sur ce travail de veille prospective, diagnostic prospective. Donc ça, c'est le travail qui est en cours en ce moment. Et puis, d'ici la fin de l'été, on aura identifié 4 courts récits qui incarnent différents futurs possibles en jumelant les tendances documentées dans le diagnostic prospectif de chaque défi. Et ensuite, on développera une vision du futur le plus souhaitable possible. Donc, c'est là où la démarche de co-design prospective va être mobilisée cet automne.
cet automne et puis cet hiver 2024. Et puis, on tracera un chemin de transition par des blocs thématiques, par catégorie d'acteurs. On a commencé le mois dernier, donc on n'est pas encore en mesure de vous donner exactement à quoi ressemblent ces blocs, mais dans les prochains mois, on sera en mesure de le faire. Et donc, les enjeux, donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est rassembler l'ensemble des catégories d'acteurs de la société, donc les différents secteurs de la société, avoir une participation large. Ce n'est pas juste un travail d'experts, c'est un travail de mobilisation aussi, de co-construction des connaissances. Et on souhaite un engagement fort, une communication ouverte. Donc, on est en train de travailler justement sur un plan de communication et sur une stratégie d'engagement. Ça, c'est le premier projet structurant. Alors, je pense que c'est moi. Vas-y. Alors, les deux projets que je vais vous présenter là, ici, en fait, on tombe dans le B, le terrain, le concret, la réalité. Donc, B1, perspective territoriale, diversité d'approche. En fait, beaucoup d'entre vous avaient manifesté le désir de travailler avec, par exemple, des MRC, des collectivités, des collectivités dans le Grand Nord, etc. Donc, il y a un désir d'avoir cette perspective territoriale et dans une diversité d'approches. Donc, vous avez tous vos méthodologies de prédilection ou des méthodologies désignées pour vos projets. Les objectifs. Donc, comprendre comment le développement de différents types de territoires pourrait être planifié en fonction des principes de circularité. Donc, identifier les paramètres d'une planification efficace de l'économie circulaire pour avoir une cohérence globale avec des spécificités locales. Identifier les meilleures pratiques et politiques territoriales d'économie circulaire au Québec et à l'international, donc faire un état des lieux. Et comprendre les relations entre les parties prenantes et les organisations territoriales. Donc, dans cette complexité, finalement, comment s'inscrit l'économie circulaire et donc comment est-ce que l'économie circulaire peut être un vecteur de développement social et économique. En fait, ce sont des exemples d'enjeux ou des exemples de questions que nous mettons ici, mais ça vaut pour l'ensemble de ce qu'on va vous présenter. Nous, on n'a rien de figé, OK? C'est vous, le réseau. Donc, si vous avez des idées, des projets qui s'inscrivent dans cette thématique, qui sont en lien avec notre programmation, amenez-les, OK? Inscrivez-vous, là. Vous dites, ah oui, moi, ça me parle, ceci. Nous, ce qu'on vous montre, là, c'est juste des exemples, OK? Juste pour contextualiser le tout. Donc, agencement de compétences et de ressources requises par les autorités publiques et interconnexion entre les différents acteurs. Donc, c'est des questions que vous pouvez vous poser, par exemple, sous cette thématique. Okay? La thématique suivante, c'est un peu la même chose, mais au lieu de parler de territoire, nous parlons de secteur, donc analyse sectorielle de l'économie circulaire. Les objectifs, par exemple, ce serait évaluer les besoins en ressources du Québec afin de définir des stratégies globales pour planifier l'extraction. Vous savez, on est une économie extractrice. Et optimiser l'utilisation de cette ressource que nous expayons en déployant des stratégies de circularité. Okay? Donc, ça, c'est un des objectifs. Identifier les enjeux, les secteurs et les leviers à prioriser. Donc, dans cette optique, il y a peut-être des enjeux spécifiques à la foresterie, spécifiques à certains métaux, à certaines matières. Donc, comment les identifier, comment les prioriser? Les enjeux, exemple, pluralité d'analyses appliquées à différents secteurs qui peuvent orienter les stratégies, les politiques, les actions gouvernementales, améliorer la stratégie québécoise sur la gestion des matières premières. Okay. Aspect géopolitique, est-ce qu'il y en a? Bien sûr. Conscience collective, intégrative des dimensions micro, méso, macro et complémentarité entre la transition circulaire et d'autres transitions. Est-ce que la transition circulaire peut accompagner d'autres sortes de transitions? Et si oui, comment? Donc, moi, je poursuis. En fait, on a passé du territoire, dans le fond, à l'aspect plutôt
d'un axe, dans le fond, j'ai oublié le terme que tu utilisais, Sophie. Sectoriel. J'étais pris dans ma chaleur de Nice. Et donc, on descend pour se rendre finalement jusqu'aux organisations. Donc, un autre terrain fertile à regarder et investiguer. Puis, dans le fond, l'idée ici, c'est de savoir comment faciliter l'intégration, favoriser l'intégration de l'économie circulaire dans les organisations au sens large, dans les entreprises. Et donc, je pense que ça, c'est un terreau très fertile. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux à regarder à cet égard-là. Donc, quelques éléments parmi d'autres qu'on pourrait regarder. Donc, comment accompagner, notamment nos PME, à faire ce virage-là vers l'économie circulaire. Comment favoriser, mettre en place les bons leviers, comment contrer les freins, c'est quoi les retombées, c'est quoi les impacts potentiellement intéressants pour l'organisation, est-ce que c'est créateur de valeur, est-ce qu'il y a des effets indésirables, est-ce qu'encore là, on crée des effets rebonds en améliorant quelque chose dans une organisation, mais qui crée un effet rebond sur une autre organisation, même éventuellement. Donc, un paquet de choses à regarder. Comment intégrer ça dans la stratégie d'affaires de l'organisation? Est-ce qu'il y a des modèles d'affaires à regarder, à changer? On pense évidemment à l'économie de fonctionnalité tout de suite ou à l'économie collaborative, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres modèles? Quelles sont les transformations de modèles à apporter aussi? Est-ce que, dans le fond, le modèle plutôt d'entreprise sociale, par exemple, l'économie sociale pourrait être un porteur? Donc, voilà tous les enjeux qu'on pourrait regarder dans ce projet structurant. Merci, Marc. Alors, c'est moi qui prends la parole. Donc, on a vu le où, puis il y a le comment. Donc, c'est vrai qu'autant au niveau des outils que des indicateurs, finalement, dans les autres blocs, on les utilise pareil. Par contre, on voulait éviter de complètement ségréguer les différents pôles. Donc, on voulait rapporter les outils, mais c'est sûr qu'il va y avoir des transferts vers les autres pôles. Et puis, c'est souhaité, surtout dans un contexte de réseau. Donc, dans ce troisième pôle, outils et méthodes, il y a deux aspects. Il y a les outils et ce qu'on a appelé les indicateurs qui vont être à la base à la fois des outils en termes d'évaluation de la performance de scénarios ou de mesures de circularité, et puis toute la notion de données, puisqu'on voit que c'est un enjeu fort, l'accessibilité à l'information ou à la donnée pour être en mesure de mettre en place et de mesurer des stratégies de circularité. Donc, on a quatre projets structurants. Donc, le premier, c'est outils de scénarisation pris dans un contexte où on veut se projeter vers l'avenir. Donc, on veut faire une transition. Puis, une transition, il peut y avoir plusieurs voies pour la faire. Donc, ce qu'on aimerait, c'est, à travers cette démarche-là, c'est d'abord savoir les outils qu'on peut mobiliser dans un contexte d'économie circulaire. C'est sûr que les outils, on en utilise déjà, que ce soit de l'ACD ou autre, mais ce qu'on aimerait, c'est voir quelles sont les forces et faiblesses des outils, et puis également l'arrimage qu'il peut y avoir entre différents outils. Et puis, bien évidemment, on regarde les besoins des utilisateurs. Donc, identifier les opportunités et les limites au déploiement de ces outils dans une démarche de scénarisation en regard des enjeux associés aux mesures de circularité des produits ou de préservation des ressources. Donc, bien évidemment, on ne pourra pas couvrir l'ensemble des outils possibles, donc c'est plutôt d'alimenter des études de cas de manière à renseigner la portée et puis favoriser le transfert au niveau des apprentissages. Donc, au niveau des enjeux, on a des outils d'identification de mesures, les caractéristiques et les lacunes de ces outils, comment les utiliser et comment éventuellement en développer de nouveaux. Et également tout l'aspect des lacunes des données pour l'opérationnalisation de ces outils, à savoir, des fois on peut être dans une démarche où on a une grande précision à travers un outil, mais par contre on a une absence de données. Merci. Et là, je cède la parole à Marc. Merci Mathias. Donc, on poursuit dans les outils, ici, avec les outils d'analyse et de suivi de l'économie circulaire. Donc, ici, on a deux objectifs assez importants. Tantôt, même Joanne en a parlé là, dans la salle, que les données, c'est important d'avoir les bonnes données, puis des fois, on n'a pas les bons indicateurs, on n'a pas les bons outils pour mesurer et avoir les bonnes informations. Donc, c'est ce qu'on veut remettre un peu ici en question à travers ce projet structurant-là.
Donc, on veut premièrement répertorier qu'est-ce qui existe comme outil pour faire une analyse d'économie circulaire ou faire un suivi en économie circulaire. Donc, on en connaît déjà plusieurs. Peut-être qu'il y en a des émergents également. Mais ce qu'on veut voir, c'est leurs forces, leurs faiblesses et comment on pourrait les améliorer, ces outils-là. Quelles sont leurs lacunes et comment on pourrait les bonifier pour qu'ils soient plus efficaces, plus efficients et qu'ils amènent de l'information supérieure, évidemment, pour prendre de meilleures décisions, que ce soit au niveau d'un territoire, au niveau de l'État, au niveau d'une organisation éventuellement. Également, à travers ces outils-là, bien sûr, toute l'acquisition de la donnée en tant que telle, donc comment développer des méthodes efficaces qui vont permettre d'acquérir et de traiter ces fameuses données-là, comment les visualiser aussi, puis comment les analyser pour s'assurer que l'information qu'on va donner, qu'on va octroyer finalement aux décideurs, bien, elle soit adéquate et pertinente. Donc, c'est l'essentiel de ce projet structurant-là, mais qui est assez fondamental là, pour avoir de l'information qui va être utile là, pour la suite des choses. Merci Marc. Puis juste, on a vu émerger 2 fois outils. Hein, donc, on pense que c'est important d'avoir 2 démarches qui s'interconnectent, mais les outils d'analyse sont plus pour faire l'état des lieux, puis les outils de scénarisation visent à porter l'état des lieux vers des futurs possibles. Le troisième projet structurant dans ce troisième bloc, c'est les indicateurs et bases de données en économie circulaire. Donc, toute la question des indicateurs, c'est un gros morceau. Bien évidemment, il y a le C4 qui va venir aussi, qui porte sur un volet d'indicateurs. Les indicateurs sont utilisés partout. Simplement qu'on avait une intention ici de venir caractériser, donc développer une taxonomie des indicateurs pour être capable de les catégoriser, pour être en mesure de les mobiliser dans des projets ou dans l'évaluation de la performance de projets ou de mesures de circularité. Toujours avec la question qu'on peut bien augmenter une circularisation de flux de matière, mais il faut s'assurer qu'on a vraiment une portée visant à diminuer les impacts environnementaux ou améliorer également la transition du point de vue social. Donc, il y avait ce volet d'une taxonomie des indicateurs. Puis, en parallèle, c'est de faire porter aussi sur la structure des données qui soient adaptées aux différents contextes ou aux différentes échelles. On s'aperçoit qu'on travaille beaucoup par proxy, par analyse, mais dépendamment des échelles, on perd de la cohérence quand on est au sein des organisations, on est sur des flux matières mesurés. Dès qu'on monte sur des territoires, on est sur des analyses plutôt statistiques. Donc, de regarder comment on peut garantir cette cohérence d'échelle. Et pour développer ça, parce que en fait, ça ne se finit pas, on se disait, mais pour être capable de circonscrire, c'est d'élaborer des études de cas pour apprendre et faciliter la transmission, puis faire les liens, par exemple, vers la feuille de route qu'Emmanuel a présentée un peu plus tôt. Donc, il y a tous les enjeux de catégorisation des indicateurs, quels sont les attributs ou paramètres qui définissent ces indicateurs, une standardisation des données nécessaires pour le calcul, la comparabilité entre les échelles, et avec une ambition, en tout cas de prévoir un développement d'une plateforme de données, donc structuration, gestion, puis pérennisation, à la fois de l'information sur les indicateurs, mais de la donnée qui permettent de les calculer. Là, si je peux me permettre, Mathias, oui, juste pour clarifier, ici, ce qu'on souhaite dans ce projet structurant, c'est l'indicateur comme objet d'étude en tant que tel. Oui. Alors que les indicateurs se retrouvent dans à peu près tous les autres projets structurants, mais plutôt au niveau de l'utilisation ou de l'analyse, par exemple. Là, ici, on est vraiment au cœur de l'indicateur comme objet d'étude en tant que tel. Peut-être juste pour démêler tout le monde. Merci. Marc. Alors, c'est vrai que dans cette thématique aussi, en fait, mesures, indicateurs et outils, mais ici, à des fins de politique publique. Donc, on développe des indicateurs, il y en a une plâtrée. Ben, à un moment, il faut choisir. Il y a comme une autorité qui potentiellement va choisir des indicateurs, peut obliger les entreprises à dévoiler des informations pour pouvoir alimenter ces indicateurs, etc. Donc, l'appareil politique est important dans ce contexte. Donc, les objectifs, faire état de la situation au Québec, identifier les outils de gestion et les mesures de circularité,
à des fins politiques, donc identifier les meilleures pratiques politiques relatives à leur encadrement, utilisation ici et à l'international. Et des enjeux, par exemple, on peut faire des analyses multiscalaires, multidimensionnelles pour contribuer à la cohérence interne et externe de ces politiques qui utilisent ces outils. Donc, est-ce vraiment cohérent? Par exemple, on appelle en gestion des déchets, on appelle valorisation toute une série d'actions qu'on peut faire, mais notamment incinérer pour faire de l'énergie, c'est de la valorisation. Trouver des marchés à l'international où c'est shippé dans des pays en développement où c'est très mal géré, ça s'appelle aussi de la valorisation. Donc, ces indicateurs qu'on a choisis sont importants et qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment, puis est-ce que ça contribue dans le sens où on voudrait? Est-ce que c'est cohérent avec nos objectifs sociaux, économiques, etc.? Quels indicateurs, données, outils peuvent être utilisés pour la conception, la reconception, optimisation, etc.? La mise en œuvre et l'évaluation des politiques. Donc, un objet d'étude aussi pour les politiques entourant l'économie circulaire. Besoins et les valeurs publiques dans le développement d'indicateurs, objectifs ciblés, accès aux données clés, etc. Puis d'autres enjeux aussi, notamment, quand on a du mesurable et du non mesurable, c'est d'autres enjeux qu'on peut voir ici également. Je passe le message à qui fait l'état des lieux de la circularité. C'est moi, Sophie. Marc, je te passe la balle. Merci, Sophie. Je vais changer la slide pour moi parce que mon bras ne se rendra pas à l'ordinateur. Ah, OK, c'est bon. Donc, voici le dernier regroupement. Oui, absolument. Donc, le dernier regroupement, on est vraiment dans les ressources, dans le fond, qu'on a besoin d'avoir pour soutenir tous les autres projets structurants qu'on veut mettre de l'avant. Donc, une des premières ressources à avoir, c'est un état des lieux. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe en économie circulaire à tous les niveaux, donc au niveau local. Local, ça peut être une ville, même éventuellement une organisation, au niveau national, au niveau international. Et on sait que cet état des lieux-là est peu développé, il est embryonnaire. On a des études qui ont été faites notamment avec ce que l'économie au Québec, mais on sait que beaucoup de lacunes dans ça nous permet d'avoir un premier défrichage, mais quand même certaines lacunes encore dans ce genre d'études. Donc, pour pouvoir prendre des décisions et savoir évidemment sur quoi on devra agir, ça nous prend un peu un état des lieux de ce qui se passe. Donc, c'est un état des lieux qu'on désire élargir le plus largement possible. Donc, on veut essayer de regarder tout ce qui est possible de regarder, évidemment avec les ressources que nous avons. Donc, une organisation, un territoire, une ville, une province, un pays, le monde, éventuellement. Et pour ce faire, toujours dans l'idée de développer des outils fiables et robustes pour permettre d'établir ce fameux état des lieux-là qu'on veut tisser. Donc, quelles seraient les méthodologies qu'on devrait utiliser? Quelles sont les limites des méthodes actuelles? De quelle façon on devrait bonifier ces méthodes-là? Quel état des lieux on devrait réaliser? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité plus spécifique qu'on voudrait faire? Est-ce qu'on veut le faire inter-industrie, intra-industrie, etc., etc. Bref, donc, il y a beaucoup de travail à faire à cet égard-là. L'idée étant d'amener de l'information, bien sûr, toujours la même chose, pour ensuite pouvoir bâtir là-dessus et prendre des décisions. Merci. Alors, effet rebond des initiatives d'économie circulaire. Les objectifs ici, c'est vraiment d'assurer la cohérence et la désirabilité des leviers politiques. Favoriser, encore une fois, cohérence, c'est vraiment un mot clé ici. Vision holistique. Évaluer les effets redistributifs et indésirables. Des exemples d'enjeux. Qu'est-ce qui peut être anticipé? Qu'est-ce qui peut être mesuré comme effet rebond? Quelles sont les conditions pour que l'économie circulaire atteigne vraiment les promesses en matière environnementale? Est-ce que certaines stratégies tendent à marginaliser des groupes qui sont déjà plus vulnérables? Ça pourrait être aussi un effet rebond, puis des risques liés aux nouvelles politiques, prévision des impacts redistributifs, etc. Juste un petit mot. Donc, j'en profite pour plugger notre état d'avancement. Donc, les projets que j'ai présentés aujourd'hui
En fait, on a déjà des dates de rencontres. Donc, soit vous êtes déjà dans la boucle parce que vous avez participé à l'atelier, par exemple. On a déjà des dates qui vont être communiquées bientôt pour des premières, en fait, des rencontres de suivi là, sur ces 4 projets. Donc, ne traînez pas trop, là. Demandez-vous pas pendant 1000 ans si ça vous intéresse ou pas. Appliquez. Et si ça vous intéresse, de toute façon, c'est pas une certificat de mariage, là, puis c'est aussi, ça peut être réparti dans le temps. Donc, peut-être que vous n'avez pas le temps en 2023, peut-être que vous aurez eu le temps en 2024. C'est parfait aussi, OK? Donc, venez nous rendre visite et on peut vous intégrer à la hauteur de votre disponibilité dans ces projets. Voilà. Ensuite, oh, pardon, excuse-moi. Et puis donc, un autre projet aussi porte sur le lexique et l'épistémologie en économie circulaire. On vient de disciplines différentes, on vient de secteurs différents. Parfois, ça ressemble un petit peu à la tour de Babel. Donc là, le travail déjà de commencer. On a travaillé avec l'Office de la langue française. Donc, je remercie beaucoup certains et certaines d'entre vous qui avaient mis beaucoup de temps dans ce travail, parce que c'est un travail. Donc là, l'Office, en fait, va rendre disponible ces jours-ci. C'est publié déjà, là, ce matin. L'Office, je ne pouvais pas être avec nous aujourd'hui, mais bon, c'est en ligne. Donc, et puis, donc, on a travaillé sur les concepts en lien avec l'économie circulaire, et puis d'autres, on a pas mal planché là-dessus. C'est un travail très intéressant rétrospectivement. On utilise des termes depuis longtemps sans s'être vraiment posé la question de comment les termes se situent les uns avec les autres et du contenu de ces termes aussi. Donc, le projet des étapes maintenant, c'est d'identifier, de créer des cadres d'analyse à partir de ces concepts. Donc, le vocabulaire il est pas mal avancé en français. Alors, il y a un autre enjeu aussi, c'est Wikipédia. C'est-à-dire que si vous allez sur la page de Wikipédia en français de l'économie circulaire, c'est pas fort. Il y a du boulot à faire. Voilà. Donc là, il y a un travail j'ai suivi une formation avec l'ACFAS, l'association francophone du savoir, il y a quelques semaines, pour comment écrire dans Wikipédia. Et puis, si ça vous branche, ça peut être un bel atelier ou un beau chantier. Je pense que l'ACFAS serait preneur aussi pour que au moins le Wikipédia en français reflète la réalité québécoise aussi. Donc, il y a une sorte de surreprésentation de l'autre côté de l'Atlantique. Démographiquement, ils sont beaucoup plus nombreux aussi. Ce qu'on fait aussi dans ce lexique épistémologie en économie circulaire, c'est une série de webinaires. Donc, on a à peu près un ou deux séminaires par mois. Donc, c'est sur l'heure de midi, c'est 1 heure, 1 heure et quart. On essaie de maintenir ça très, très divers. Et donc, la première année, c'était assez généraliste, en fait. Alors, et puis les enjeux, c'est les difficultés révélées par la terminologie floue qui caractérise l'économie circulaire, même si c'est un peu plus clair maintenant grâce au dictionnaire terminologique que ce n'était il y a quelques mois. Puis après, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est les liens avec d'autres macro-concepts qui font référence à des transitions. Donc, on aura par exemple un séminaire avec Yves-Marie Abraham dans un mois, et puis Yves-Marie va essayer de faire le pont entre décroissance et économie circulaire. Donc, ce sera un travail de gymnastique assez intense. Et puis on va essayer de multiplier ce type d'expérience aussi. Il faudrait inviter des journalistes puis des fonctionnaires à des webinaires. Ah oui, c'est une très bonne idée. Ouais, tout à fait. Oui, donc, ce qu'on va essayer de faire aussi, puis là c'est un travail supplémentaire, les séminaires, les webinaires sont enregistrés, puis on voudrait faire un montage. Donc le cœur du séminaire en 3 minutes, en 5 minutes, donc là c'est un travail en tant que tel. On va s'y atteler bientôt. Pour qu'il y ait un travail de référence. Alors, ensuite, un autre chantier ou un autre projet structurant porte sur la formation, les emplois et l'économie circulaire. Donc, c'est quoi la formation en économie circulaire? Certains d'entre nous avons déjà des cours ou des programmes autour de l'économie circulaire. Donc là, on a quelles sont les meilleures pratiques, quelle collaboration entre différentes institutions collégiales, universitaires participantes. L'économie circulaire au cégep, ça ressemble à quoi? Au premier cycle universitaire, ça ressemble à quoi? En formation continue, ça ressemble à quoi? Et puis au cycle supérieur aussi, il y a pas mal de questions. Au secondaire aussi, à un niveau universitaire et des formations, quels sont les métiers de gestion, de génie
comment les repenser, comment valoriser au niveau professionnel. Donc là, il y a tout un chantier. Là, on l'a à peine commencé. Et puis là je fais un appel du pied, pas du tout discret, parce qu'on a besoin de pas mal d'aide. La métaphore, elle n'est pas un peu plate, mais excusez-moi. Moi, je vais travailler là-dessus. OK. Donc là, l'appel du pied, au pied levé, voilà, super. Voilà. Et puis, aller dans les comités de programme après dans les universités pour changer les choses, qui est un autre champ. On peut faire l'école d'été en économie circulaire. Et voilà. Donc, et puis après, c'est la question de la consolidation et de la diffusion des connaissances. Alors, comment faire comment on produit des connaissances à travers tous les projets, à travers toutes nos idées, comment maintenant valoriser ces connaissances? Et puis là, je vais passer directement aux enjeux. Donc, comment faire connaître largement l'économie circulaire aux différents acteurs, milieu des affaires, le mouvement coopératif, l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de consommatrices, le milieu environnemental, les sociétés savantes, le milieu philanthropique, les experts en économie circulaire à l'Europe et internationale et les différents pays de gouvernement. Donc, juste ça, au moins. Et puis voilà. Prends une grande respiration et puis on recommence. Donc là, comment ça se manifeste en hiver et en été au printemps? Là, on organise des colloques. Donc, il va y avoir 3 journées de colloques à l'ACFAS cette année. Ça, c'est un rendez-vous important aussi. Et puis des colloques qui sont très bien structurés, très bien organisés. C'est aussi des numéros thématiques de revue. Donc là, je remercie vraiment Myriam Hertz, qui est la co-titulaire de l'Axe 1. Myriam a un rôle de pilote pour la réalisation de numéros thématiques de revue auprès de Frontiers in Sustainability, auprès de la revue Organisation et Territoire. On va aussi avoir un numéro thématique de revue Management International, la revue de HEC. Et puis, on est en train de voir d'autres revues aussi dans la francophonie et ailleurs pour justement valoriser Alors, si vous êtes sur des comités éditoriaux de revues, si vous souhaitez lancer un numéro thématique de revue, on est là pour ça. J'oublie Vertigo aussi, qui est la revue des sciences de l'environnement basée à Lucas. On a 4-5 numéros thématiques de revue. Alors, moi, j'ai participé à d'autres regroupements stratégiques et puis en général, à l'année 3,5 de 5, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez publié. Donc, à ce moment-là, on met le pied sur l'accélérateur. On a décidé de le faire dès le début pour que ce soit effectivement, pour éviter que les connaissances ne se retrouvent publiées 3 ans plus tard et soient moins pertinentes que si elles sont immédiates. Voilà. Donc, si vous souhaitez travailler autour de la consolidation et la diffusion des connaissances sous différentes manières, pourquoi pas un bouquin, on est là. Les publications des études de cas. Publication d'études de cas aussi. Donc là, il y a le travail de Cécile Pont-Rouge, qui est amie de l'UQTR. Cécile a créé un centre de cas pour des cas très courts autour de l'économie circulaire. Donc, on peut travailler aussi avec la centrale de cas de HEC ou avec le centre de cas de Concordia. Donc, il y a pas mal de pistes à faire.